Hello! On se retrouve aujourd'hui à la maison pour une vidéo complètement différente d'habitude. Parce que pour les personnes qui me suivent sur Instagram, sur Pinterest, sur TikTok, ou en tout cas qui ont l'habitude d'échanger avec moi depuis que je suis sur les réseaux, il y a une question qui revient à chaque fois, c'est de savoir comment je fais pour être aussi joyeuse, aussi solaire, aussi bienveillante, aussi confiante. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est parce que vous ne savez pas toutes les choses que j'ai vécues, notamment des choses traumatisantes qui ont fait que je suis devenue cette personne que j'étais déjà, mais que vous voyez au quotidien en me suivant sur les réseaux. Du coup, je me suis dit qu'aujourd'hui, ça allait être l'occasion de vous parler de la vie après la mort, à savoir comment j'ai surmonté le décès de mes deux parents, comment j'ai réussi à reconstruire ma vie en étant orpheline et comment je fais pour être celle que vous voyez sur les réseaux aujourd'hui, parce que c'est vraiment le reflet de la personne que je suis de façon authentique dans la vraie vie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense que je vais aller me faire un petit thé parce que je pense que cette vidéo va être un petit peu longue. En tout cas, je vais essayer de ne pas la faire trop longue, de vous donner le maximum d'informations, de transparence et surtout, petit disclaimer, par rapport à ce que je vais vous dire dans cette vidéo, je ne veux pas que vous fassiez de généralités. Je ne veux pas que vous pensiez que je fais des généralités. Encore une fois, je vous parle de mon expérience propre. Je vous parle de ce que j'ai ressenti par rapport à moi, par rapport à mes parents, à la relation que j'avais avec mes parents, à la configuration familiale que j'avais. Et je ne suis pas du tout en train de vous dire de prendre ça comme une généralité et que c'est quelque chose que vous devez à tout prix appliquer, dont vous devez vous inspirer et copier-coller mes dires, mes ressentis, ma façon de penser à votre vie. Alors vous m'excuserez d'avance si la vidéo est quelque peu décousue. Je vais essayer de me canaliser, de ne pas trop partir dans tous les sens. Mais voilà, je pense que c'est le type de vidéo qui est importante parce que quand moi j'ai traversé cette période-là, les périodes de décès, les périodes de deuil, j'aurais aimé pouvoir trouver sur les réseaux des personnes qui en parlaient librement, notamment des personnes dans les communautés noires. Alors quand je dis les communautés noires, je parle évidemment des communautés noires tout court par rapport aux différents pays. Savoir un petit peu comment les personnes vivaient les choses profondément et pas par rapport à ce que nos cultures nous enseignent, pas par rapport à ce que nos religions, nos spiritualités, notre entourage nous a appris, mais savoir ce que les personnes ressentaient réellement au fond d'elles pour pouvoir me réconforter, pour pouvoir me dire que je ne suis pas toute seule, pour pouvoir me benchmarker entre guillemets en me disant telle personne est dans telle situation, peut-être une situation similaire à la mienne, et elle ressent ça. Telle personne a géré cette partie-là comme ça. Telle personne a fait ses démarches administratives et du coup, ça va pouvoir m'aider moi à savoir ce qu'il faut faire. Au lieu de ça, malheureusement, je suis tombée sur plein de vidéos de personnes anglophones, bien évidemment, qui en parlaient, parce que j'ai l'impression que pas mal de sujets liés à la vie sont beaucoup moins tabous dans les cultures anglophones que dans les nôtres. Et c'est vrai que du coup, j'ai trouvé pas mal d'infos, mais qui ne s'appliquaient pas forcément à la France, en fait, aux démarches qu'il faut faire ici légalement, à toutes ces choses, en fait, qui ne dépendent que de notre environnement propre et qui, du coup, étaient lointains de tout, l'environnement anglo-saxon. Alors, je vais peut-être commencer par vous dire que, on est en 2025, donc moi, ça fait maintenant 10 ans que j'ai perdu ma maman. Ça va faire 11 ans cette année. 5 ans que j'ai perdu mon papa et en vrai, je me sens orpheline depuis la perte de ma maman. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi, mais je me sens orpheline depuis la perte de ma maman. Pour les personnes qui me connaissent personnellement, vous savez que je suis quelqu'un de très ouverte, très généreuse, très sociable, serviable, à l'écoute, bienveillante et tout. Et cette personnalité-là, je la tiens de ma maman. Ça a toujours été une femme, en fait, qui a été dans le partage, qui a été altruiste, qui a été à l'écoute des gens, qui a accueilli beaucoup de personnes, qui a été orpheline très tôt, très très tôt, pendant son adolescence, et qui s'est occupée de sa petite sœur et qui du coup a développé un surinstinct maternel, on va dire. Ce qui fait que du coup, dans sa vie,
Elle s'est occupée d'un nombre incalculable de personnes. Quand je vous dis un nombre incalculable de personnes, ça comprend aussi bien des personnes mineures, des enfants, que des personnes majeures, des personnes adultes et responsables, mais qui ont connu des situations de détresse, etc. Bref, c'était une femme en or. Franchement, ma maman, il y a beaucoup de personnes qui l'appelaient Mère Teresa. Et pour moi, je ne ferais pas d'amalgame parce que Mère Teresa, c'était une personne qu'on a connue à travers la spiritualité, la religion et les bonnes actions qu'elle a faites. Ma maman, pour moi, elle dépassait tout ça. Donc, même si notre relation a été une relation très très forte et très fusionnelle, bien évidemment, comme dans toutes les relations, notamment avec des parents, il y a eu des accrochages, il y a eu des couacs, il y a eu des malentendus, il y a eu des blessures, il y a eu des discussions, il y a eu plein de choses qui font qu'une relation fait ce qu'elle est. Et quand j'ai perdu ma maman, littéralement, j'ai perdu une partie de moi. Et moi, je crois fortement en l'idée que lorsque l'on perd sa maman et que l'on perd son papa, c'est pas du tout la même chose. Quand bien même votre père se soit occupé de vous à merveille, qu'il ait été un père exemplaire, qu'il ait toujours été là et tout ça, le fait que la maman vous porte dans son ventre, pour moi, je pense, et j'en suis convaincue et je n'en démordrai pas, que ça crée un lien bien particulier. Qui fait que ce lien, et encore une fois, comme je le disais dans le disclaimer, je parle des relations entre guillemets normales, alors je dirais pas normales, des relations saines avec les parents. Une fois que la maman décède, une fois que ce lien est rompu par la vie, on a l'impression de perdre une partie de nous. Parce qu'elle nous a enfantés. On a grandi en son sein, comme on dit religieusement. On a grandi dans son ventre, on a grandi dans ses entrailles. Elle nous a chouchoutés, elle nous a dorlotés, elle nous a éduqués comme elle pouvait, avec les moyens qu'elle avait. Et chaque maman, en fait, transmet quelque chose de particulier pour moi à son enfant. Donc, une fois qu'elle décède, peu importe l'âge qu'on a, que l'on soit toute petite, que l'on soit plus grande, même si pour moi c'est quand même plus difficile quand on est plus grand et qu'on a connu, qu'on a eu le temps de se créer des souvenirs, qu'on a eu le temps de partager de l'amour, qu'on a eu le temps de partager un attachement avec cette personne. Une fois qu'une maman décède, peu importe l'âge que vous avez, il y a quelque chose en vous qui meurt. Et c'est en ça que je vous dis que je me suis sentie orpheline. Parce que lorsque mon papa est décédé, hem, ça a été totalement différent. Je n'ai pas du tout ressenti la même peine que la peine que j'ai ressentie pour ma maman. Et je vous dis ça, aujourd'hui, 10 ans plus tard par rapport à ma maman, 5 ans plus tard par rapport à mon papa, je me suis faite une raison, j'ai fait mon deuil par rapport à mon père, mais vous dire aujourd'hui que j'ai fait mon deuil par rapport à ma mère, ce serait faux. Je ne suis pas au même niveau de deuil par rapport à ce que je pensais, par rapport à ma maman. J'ai passé un stade où je vais être dans la dépression, etc. Mais je suis toujours en deuil par rapport à ma mère et je pense sincèrement qu'on ne se remet jamais de la perte d'une mère avec qui on a eu une relation saine. On ne se remet jamais de cette peine-là. Peut-être pour un père que c'est la même chose, je ne saurais vous dire car ma relation avec mon père n'a pas été la relation que j'ai eue avec ma mère, mais en tout cas pour une mère, je suis convaincue que on ne se remet jamais de sa mort. Parce que il y a des choses en fait sur terre qui dépassent l'entendement. Moi, je suis croyante, je suis très spirituelle et pour moi, ce que nous transmet une mère de son vivant, ce qui fait qu'on devient des êtres adultes demain, lorsqu'elle part, on a l'impression qu'on n'a plus de repères. Même si, quand ma mère est décédée, j'étais déjà une femme, j'avais un travail, j'avais un enfant, j'avais été dans des relations amoureuses, j'avais des relations amicales, j'avais accompli une bonne partie de ma vie de jeune adulte. Lorsqu'elle est décédée, j'ai eu l'impression qu'elle était partie avec tout ça et que juste mon corps restait en fait. Mon corps restait, ma tête clairement
n'était plus là. Mon cœur, je ne vous en parle même pas. Mais voilà, je pense qu'elle est partie avec tout ça. Pour vous parler du contexte, ma maman est décédée de façon foudroyante. Alors quand je dis de façon foudroyante, ce n'est pas qu'elle est décédée d'un accident de voiture ou qu'on l'a tuée ou voilà, quelque chose de soudain, mais ça a été foudroyant et soudain en quelque sorte pour moi, car entre le moment où on a découvert que sa santé, qu'il y avait un problème de santé, et le moment où elle est décédée, il s'est passé 3 mois. 3 mois. Donc vous passez d'une personne qui est en excellente santé, qui va bien, qui a refait sa vie, puisque mes parents ont divorcé, ma mère a refait sa vie après, qui est vraiment bien au niveau de son travail, a reconstruit complètement sa vie d'après-divorce. Ses enfants sont grands, autonomes, chacun est chez soi. Une personne qui n'a plus qu'à profiter du reste de sa vie, en fait, à une personne qui décède. Et pour moi, ça a été foudroyant. Parce que sans rentrer dans trop de détails, parce que, encore une fois, je ne suis pas toute seule. Je m'expose sur les réseaux sociaux, mais j'ai aussi une famille. J'ai des frères et sœurs. J'ai une tante qui est encore vivante aujourd'hui, qui nous a élevés avec ma maman. Et du coup, par respect pour eux, je ne veux pas rentrer dans trop de détails. Mais ma maman est décédée d'une maladie qui, aujourd'hui, avec du recul, pour en avoir parlé avec ses médecins, après, aujourd'hui, s'apparentait au Covid. En tout cas, étaient des signes précurseurs complètement du Covid, le Covid sous la forme que l'on a connue en 2020, 2019-2020. À l'époque, vous pensiez bien, il y a 10 ans, c'était pas du tout quelque chose que l'on connaissait. Donc forcément, entre le moment où on découvre les premiers symptômes, le moment où il y a une progression très fulgurante de la dégradation de son état, le moment où les médecins cherchent des solutions alternatives pour la maintenir en vie, pour faire une greffe, pour trouver des solutions qui pourraient en tout cas la maintenir dans la durée, le temps qu'elle puisse être transportée d'hôpitaux en hôpitaux, pour que chaque professeur essaye de faire de son mieux pour trouver un traitement pour la sauver, un traitement pour la maintenir en vie, un traitement pour rallonger sa vie, eh ben, c'était trop tard. Et le contexte du décès de mon papa, ça a été différent. Mon papa, quand j'ai accouché de Kira, en 2011, Kira avait 4 mois quand mon papa a fait un AVC. Kira avait 4 mois, je me retrouvais maman solo et mon père a fait un AVC. Il ne peut plus parler, il est dans le coma, il ne peut plus rien faire. On nous appelle pour nous dire qu'il va falloir le débrancher parce que clairement ses fonctions vitales sont en train de s'arrêter. Il n'y a que son cerveau qui fonctionne, mais un hématome appuie sur une partie de son cerveau qu'on ne peut opérer. Donc on nous dit il va falloir le débrancher. Et finalement, quelques temps avant qu'on finisse par accepter qu'il va falloir le débrancher, il se réveille. Et s'ensuit une longue période de coma qui, du coup, plus l'hématome, vont faire qu'il a perdu beaucoup de fonctions moteurs, puisque cet AVC va le laisser hémiplégique. Je reviendrai sur ça lorsque je vous parlerai de la partie administrative, mais pour vous la faire courte, je suis devenue la tutrice de mon père parce qu'il fallait lui apporter certains soins, qu'il fallait prendre certaines décisions pour son bien-être, notamment le faire placer dans une maison médicalisée, le faire placer d'abord dans un centre de rééducation pour qu'il réapprenne au moins à parler, qu'il réapprenne à marcher, qu'il réapprenne à manger. Et tout ça, je vous parle de ça, souvenez-vous que j'étais maman, je venais d'être maman. Ma mère était encore vivante. J'avais mon petit bébé de 4 mois que je trimballais partout avec moi et j'ai pris la tutelle de mon père. Mon papa a été paralysé littéralement pendant plus de 10 ans. Il a été placé en maison médicalisée, en maison de retraite médicalisée, et ça je vous en parlerai également. Mais par rapport à ça, j'avais la charge de mon bébé, seule, puisque je n'étais plus avec son père, et la charge de mon père. Une charge que j'ai partagée avec mes frères et sœurs,
mais une charge qui, aux yeux de la loi, en tout cas légalement, m'incombait puisque j'étais sa tutrice. Donc lorsque mon père est décédé, il a été emporté par le Covid pendant la première vague. Contrairement à ma maman où j'ai ressenti que j'allais mourir, pour mon père, alors c'est très dur ce que je vais dire, mais c'est la réalité et encore une fois, je préfère être authentique avec vous. Et je sais que une personne qui est passée par là comprendra, si elle voit cette vidéo, comprendra ce que j'ai ressenti. Lorsque mon père est décédé, j'ai ressenti du soulagement. Du soulagement pour lui d'abord parce que mon père, c'était quelqu'un de sportif, qui bougeait tout le temps, qui aimait la culture, qui allait tout le temps marcher dans Paris, qui se promenait, qui avait beaucoup voyagé, qui a fait pas mal de choses dans sa vie. Quelqu'un de très actif. Et lorsqu'il a fait son AVC où il est tombé, il était même à un concert, c'est pour vous dire. Alors que à l'époque, il avait plus de 60 ans. Il avait plus de 60 ans. Il était tellement actif et tellement il faisait attention à lui que les pompiers, lorsqu'ils l'ont trouvé et qu'ils l'ont admis à l'hôpital, avant de trouver ses papiers, de nous retrouver nous, ils avaient marqué jeune homme de 50 ans. Enfin, jeune homme. Ils avaient marqué qu'il avait 50 et quelques années, alors qu'en fait, il en avait 18 de plus. Presque. Bref, lorsqu'il est décédé, je vous disais du soulagement pour lui parce que quand on a été actif comme ça toute sa vie, quand on a été bon vivant, quand on a été quelqu'un en fait qui s'occupait toujours de soi et qui prenait du temps pour soi et qui aimait s'amuser, qui aimait la vie, se retrouver hémiplégique pendant 10 ans, prisonnier de son corps, prisonnier de tout, puisqu'il ne pouvait pas sortir, il ne pouvait pas manger, il ne pouvait pas faire ses besoins, il ne pouvait pas exécuter les gestes du quotidien seul. Pendant 10 ans, vous êtes couché sur un lit, avec des escarres, avec l'impossibilité de prendre un téléphone pour envoyer un message, d'allumer la télé, de descendre de votre lit pour aller vous promener et tout ça. Pour moi, c'est un supplice. C'est un supplice pour la personne. Quelque chose que je ne souhaite à personne. Et du coup, lorsqu'il est décédé et qu'il a été emporté par le Covid, ça a été un soulagement pour moi, pour lui. Ça a été un soulagement pour moi qui, ayant porté la lourde tâche de sa tutelle, parce que la tutelle, ce n'est pas juste les papiers, vous signez les papiers et c'est tout. La tutelle, c'est comme si vous aviez un deuxième enfant. Avec mon bébé de 4 mois, me retrouver tutrice de mon père, je peux vous dire que ça m'a fait gagner en maturité, mais puissance 1000. Parce que j'ai gagné en maturité en devenant maman, solo. J'ai gagné en maturité en devenant tutrice de mon parent. J'ai gagné en maturité en faisant face à la maladie, à la mort, très rapidement, parce qu'il était dans le coma, et finalement, on nous dit qu'il vient de se réveiller. En l'espace de quelques temps, quelques mois, puis quelques années, j'ai fait un bond dans ma vie auquel je n'étais pas préparée et auquel je n'aurais jamais pensé faire face. Dieu merci, ma mère était encore vivante à cette époque-là. Dieu merci, j'ai une relation très forte avec mes frères et sœurs et du coup, on a toujours été soudés, ce qui fait que le fait d'avoir eu cette tutelle à gérer, je vous dirais que ça a été plus facile dans la réalité parce que j'avais ce soutien-là. Mais avec du recul, je peux vous dire que c'est quelque chose qui m'a anéanti. Qui m'a anéanti parce que pendant toute cette période-là, et c'est en ça que je vous dis que quand mon père est décédé, ça a été un soulagement pour moi quelque part, c'est que pendant toute cette période-là, j'ai mis ma vie entre parenthèses. Je me suis mise en mode pilote automatique parce que j'avais la charge de mon bébé et la charge de mon père. Ce qui fait que je faisais les choses comme il fallait que je les fasse. Et c'est tout. Je n'ai pas pris le temps pendant toute cette période de 10 ans-là où mon père a été malade, paralysé, etc., jusqu'à ce qu'il soit emporté par le Covid. Je n'ai pas pris le temps d'apprécier ma vie pendant cette période-là. La seule chose que je peux vous dire, dont j'ai le souvenir aujourd'hui d'avoir apprécié, c'est les moments avec ma fille, où je l'ai vue grandir, où je l'ai vue évoluer,
où je l'ai vu traverser tout ça avec moi. C'est la seule chose et c'est ce qui fait aussi qu'on a une relation aussi complice et fusionnelle que celle que vous voyez aujourd'hui. Parce que c'est un être qui a toujours été là pour moi, qui malheureusement à certaines périodes de ma vie m'a servi de pansement, mais pas pansement souffre-douleur, pansement dans le sens où j'ai l'impression que cet enfant-là, elle a pris mon cœur à chaque fois que la vie m'a envoyé des claques et elle a caressé mon cœur jusqu'à ce qu'il se remette à battre normalement. Du coup, lorsque mon père est décédé, je me suis dit: «Ah, il est parti, fini les souffrances pour lui et ma vie va pouvoir reprendre son cours». Ma vie va pouvoir reprendre son cours, pourquoi? Parce qu'entre-temps, avant que mon père ne parte, ma maman est décédée. Et comme je vous l'ai dit, quand ma maman est décédée, j'ai perdu tout ce qui faisait mon essence en fait. Cette période de pilote automatique a duré très 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 longtemps. Très longtemps. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'apprécie la vie totalement différemment. J'appréhende les épreuves de la vie avec une résilience. Je ne vous dis pas que ça ne m'effondre pas. Je ne vous dis pas que ça ne me blesse pas, que ça ne me touche pas, que je ne pleure pas. Mais la capacité de résistance que j'ai développée, la capacité de résilience que j'ai développée, et je ne dirais pas la force, parce que dans le mot force, je trouve que c'est un mot poubelle dans lequel on peut mettre tellement de choses. Je dirais vraiment persévérance et résilience. Persévérance dans le sens où, malgré toutes ces épreuves, je veux être heureuse. Malgré toutes ces épreuves, pour le temps qui me reste à faire sur Terre, je veux être heureuse. Par rapport au décès, aussi bien le décès de ma mère que de mon père, et encore, je vous dirais vraiment le décès de ma mère. Il y a eu la période de choc. Je sais qu'on parle des 5 phases de décès, 5 phases du deuil, je crois, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais pour moi, je ne vais même pas me cantonner à ça parce que je suis passée par tellement de phases en fonction de la situation, que ce soit pour le décès de ma mère ou que ce soit pour le décès de mon père. Je suis passée par tellement de phases que pour moi, même dire qu'il y a 5 phases, c'est complètement réducteur. C'est comme quand les gens, alors je suis désolée, hein, c'est clair qu'il n'y a pas 12 milliards de mots et que je sais ce que les gens veulent dire lorsqu'ils nous parlent ainsi. Mais quand les gens vous disent courage, j'évite de dire courage aux gens parce qu'en vrai, quand on fait face à une épreuve, on n'a pas d'autre choix que d'être courageux et de continuer à avancer. Donc moi, quand les gens m'ont dit courage quand ma mère ou mon père étaient décédés, j'avais juste envie de les envoyer valser. Parce que je me disais, mais alors oui, chacun a ses épreuves, chacun sait comment il vit les choses, mais est-ce que vous savez ce que c'est le courage? Bref, il y a eu la période de choc, choc émotionnel, choc mental, choc physique, parce que quand vous voyez une personne que vous aimez, une personne avec qui vous avez une relation fusionnelle se dégrader en un rien de temps, ben vous ne comprenez pas en fait. Vous ne comprenez pas pourquoi ça lui arrive, vous ne comprenez pas pourquoi ça vous arrive, vous ne comprenez pas pourquoi ça arrive ainsi, pourquoi ça arrive maintenant, pourquoi ça arrive comme ça, et ça vous choque. Il y a eu le choc au moment du décès, parce que moi, je n'avais jamais vu de personne proche décédée. J'étais présente quand ma maman est décédée. On était tous présents quand ma maman est décédée. On a eu le temps de lui dire au revoir. Et je remercierai toujours Dieu de m'avoir permis d'avoir le temps de lui dire au revoir. Parce que pour mon papa, par exemple, ça n'a pas été le cas. En tout cas, pas physiquement. On n'a pas pu être là. C'était la première vague du Covid. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la première vague du Covid en mars 2020. Quand vous vouliez aller dans un hôpital pour voir quelqu'un proche de vous qui avait le Covid, on vous demandait de signer une décharge si vous aviez des enfants, parce que du coup, l'hôpital ne prenait pas la responsabilité que vous soyez contaminé et que vous y passiez également. Quand mon père est décédé, c'était la première vague, la plus haute. Nous n'avons pas pu assister à son départ. On lui a dit au revoir au téléphone, parce qu'à l'hôpital, lorsque l'on a dit qu'on avait des enfants en bas âge, en fait, on nous a dit c'est mort, en fait, on ne vous accepte pas à l'hôpital. Et avec du recul, en vrai, je ne vais pas vous mentir, hein, je suis contente d'avoir pu dire au revoir à ma maman en étant là. Mais comme elle était inconsciente, en vrai, je pense que j'aurais préféré ne pas être présente. Parce que l'image que ça m'a laissée, contrairement à mon père, c'est une image que je ne vais jamais oublier. Une image dont j'ai fait des cauchemars pendant des années et des années. Quand je vous dis des années et des années, ça fait peut-être 2 ans que je ne fais plus de cauchemars de ça.
alors qu'elle est décédée il y a 11 ans. Une image qui m'a tellement marquée que du coup, lorsqu'il y a un décès autour de moi maintenant, je m'en excuse et je m'en excuse d'avance si ça vient à se produire encore. Je ne peux même pas aller aux veillées, je ne peux pas aller aux enterrements des personnes parce que j'ai peur que ça remonte ce trauma-là. Donc voilà pour le contexte et comment mes parents sont décédés et ce que j'ai ressenti pendant la période de décès. Parce que pour moi, la période de décès, ce n'est pas la période de deuil. C'est deux choses totalement différentes. Avant de vous parler de la période de deuil, j'aimerais juste vous parler, vous donner quelques tips, vous donner quelques astuces, vous donner en tout cas quelques informations sur la période de gestion administrative. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous habitez en France, que l'un de vos parents décède, que vous êtes français, que vous travaillez, pas à votre compte, hein, j'entends par là que vous êtes dans le salariat, vous avez le droit à 3 jours d'absence justifiée. 3 jours que votre travail vous donne, pendant lesquels vous allez pouvoir faire les démarches. Alors 3 jours ou 2 jours, je ne sais plus maintenant, mais en tout cas à l'époque c'était 3 jours que l'on vous octroie pour faire les démarches administratives suite au décès de votre parent. 3 jours, c'est rien. 3 jours, c'est rien. Je vous le dis comme je le pense, 3 jours, c'est rien. Parce qu'entre-temps, sur les 3 jours, il va falloir récupérer le certificat de décès. Pour le peu que vous n'ayez pas demandé d'autopsie, etc., le certificat de décès, certaines démarches vont être plus longues à être exécutées. Avec ce certificat de décès, il va falloir contacter en priorité la sécurité sociale, la banque, la mutuelle si vous en avez une, et j'ose espérer que vous en avez, l'assurance obsèque, l'assurance vie de votre parent, l'assurance vie, du coup, pardon, j'ose espérer qu'ils en ont. Parce que si vous ne contactez pas ces organismes-là, je peux vous dire qu'après, vous vous exposez alors soit à des complications, soit à des délais ultra longs de traitement, soit à un ras-le-bol, vous allez laisser tomber en fait. Dieu merci, grâce à ma mère, mon père comme ma mère avaient des assurances vie, des assurances obsèques. Ce qui fait que toute la partie gestion des obsèques, nous n'avons pas eu à la gérer à proprement parler, hormis le fait de venir confirmer s'ils avaient décidé d'être incinérés ou d'être enterrés, venir choisir le cercueil, venir donner des indications par rapport à la cérémonie, s'il y avait une cérémonie religieuse ou pas, si la cérémonie était ouverte au public ou pas, si la cérémonie allait être organisée et prise en charge par l'assurance comme c'était convenu par les souhaits de nos parents ou pas. Toutes ces indications-là et ces systèmes d'assurance-là nous ont permis de pouvoir être plus safe et serein, entre guillemets, de ce côté-là. Par contre, prévenir son boulot. Alors, je vous parle de ça pour ma mère, parce que mon père était déjà à la retraite, en fait, quand il est décédé. Prévenir son boulot. Prévenir, du coup, l'organisme de retraite pour mon père. Prévenir la sécurité sociale. Prévenir la mutuelle. Prévenir la banque. Dieu merci pour mon père que j'étais sa tutrice encore. J'avais renouvelé, puisque les tutelles, c'est 5 ans. J'avais renouvelé sa tutelle, donc au bout des 10 ans, j'étais encore tutrice. Toutes ces démarches-là, personne ne vous y prépare, personne ne vous en parle si vous ne vous renseignez pas. Et quand je vous dis ça, c'est pour vous dire que même le fait qu'il y ait des aides au niveau de la sécurité sociale, alors je ne sais pas si c'est toujours d'actualité aujourd'hui, mais qu'il y ait des aides qui peuvent vous être octroyées par la sécurité sociale, par la mutuelle pour les obsèques ou pour subvenir aux besoins financiers des premières démarches,
Si vous ne le savez pas, si vous n'avez pas cherché, si vous n'êtes pas quelqu'un de procédurier comme moi je le suis et mes frères et sœurs, parce que notre mère nous a toujours enseigné ça, renseignez-vous un minimum sur ce qui peut vous arriver dans la vie, comment vous pouvez vous en dépatouiller, comment les gens que vous laisserez pourront vous en dépatouiller, etc. Si on n'était pas aguerri, averti sur ça et que nous n'avions pas fait les démarches, je peux vous dire que je comprends pourquoi il y a des familles après qui se retrouvent disloquées, qui se retrouvent endettées, qui se retrouvent dans des états émotionnels dépressifs, qui se retrouvent à la rue, qui se retrouvent dans des situations, mais horribles. Parce qu'en fait, encore une fois, il y a des aides, il y a des démarches qui sont facilitées, il y a plein de choses qui sont disponibles et dont on ne nous informe pas. Pour la partie administrative, si vous avez plus de questions, renseignez-vous. Parce que ce que je vous dirai, moi, ne sera peut-être plus d'actualité par rapport à maintenant. Et surtout, je vois qu'il commence à se faire tard. Et du coup, j'ai vraiment envie de finir cette vidéo pour répondre à cette interrogation que vous avez à juste titre, en fait. Pourquoi je suis toujours joyeuse? Pourquoi je suis toujours bienveillante? Pourquoi je suis comme je suis avec les gens et tout? Pourquoi je distribue tout le temps de l'amour autour de moi? Je parle tout le temps d'amour, etc. C'est pour ça, en fait. Pour ce que j'ai traversé par rapport au décès de mes parents et qui change une vie, qui change clairement, en tout cas moi, qui a changé totalement mon mindset. J'ai toujours été quelqu'un de jovial, d'heureuse, qui aimait faire la fête, etc. Mais depuis le décès de mes parents, je peux vous dire que j'apprécie d'autant plus chaque moment de vie que je vis. Et c'est pas pour faire la philosophe ou quoi que ce soit, hein. Je vous jure que pour moi, les gens ont beau compatir tant que vous n'avez pas vécu, parce que oui, il y a des situations sur lesquelles on peut avoir un avis, on peut émettre un jugement, mais il y a des situations dans lesquelles, tant qu'on ne les a pas vécues, je vous jure que vous ne pouvez pas savoir ce que les personnes ont ressenti. Vous pouvez imaginer, parce que ça nous arrive à tous, quand on apprend un décès du père ou de la mère d'un ami, d'un conjoint, d'un collègue, etc. Ça nous arrive à tous de faire une transposition et de se dire oh, comment je serais si moi ça m'arrivait, dans quel état je serais. Je pense que je ne pourrais pas aller de l'avant, je pense que je ne pourrais pas faire ceci, je pense que je ne pourrais pas faire cela. Mais ça, c'est ce qu'on imagine. Mais entre imaginer et le ressentir, c'est deux choses différentes. Je vais passer rapidement sur la partie administrative pour vous parler de la vie d'après. Parce que pour moi, la vie d'après décès d'un parent, que ce soit mon père ou ma mère, peu importe le contexte, les relations que j'avais avec chacun, la vie d'après est d'autant plus difficile qu'il va falloir se reconstruire. Mais avant de se reconstruire, il va falloir accepter les différentes phases par lesquelles on va passer. La phase de déni, pendant laquelle moi, je refusais de croire que ma mère était décédée. Je m'étais mise dans une bulle, et une bulle qui a duré pendant 8 ans, en me disant, elle est partie en voyage, je ne la vois pas, mais à un moment, on va se retrouver. C'est juste ça. D'autant plus que je passais beaucoup de temps à discuter avec ma mère. Je passais beaucoup de temps avec ma mère. Elle a été présente quand j'ai eu ma fille. Elle m'a aidée à devenir mère. Et je l'ai perdue alors que ma fille avait 3 ans. Elle allait sur sa 4e année. Je l'ai perdue pendant que j'apprenais à devenir mère. Donc cette rupture-là, pour moi, je ne voulais pas l'accepter. Je me disais, elle est partie quelque part. Je ne peux pas parler avec elle. Et ça me tuait parce qu'on parlait tous les jours. Ma mère, quand Facebook, WhatsApp sont sortis, direct, hein, c'était une nana. Elle aimait la mode déjà. C'était une nana qui était coquette, qui était belle, qui aimait communiquer, qui aimait apporter de la joie, qui partageait tout ce que je partage là sur les réseaux, les trucs marrants, les trucs un petit peu voilà, ironiques sur la vie, les trucs sur les relations de couple, les trucs sur les relations avec les enfants. C'est comme ça que ma mère était. Le plus beau compliment qu'on puisse me faire jusqu'à aujourd'hui, quand on me dit « tu me fais penser à ta mère », c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire. Parce que oui, physiquement, je le ressemble, mais dans la personnalité, je sais que je suis comme ma mère. Même si je suis une personne unique, je sais que j'ai beaucoup, beaucoup de traits communs avec ma mère. Et du coup, pendant la phase de déni, j'étais en mode « Ah mince, je ne peux pas lui envoyer ça sur Facebook. Ah mince ». Et c'est pour vous dire, je lui ai envoyé même les choses sur Facebook. Je lui ai envoyé les trucs sur WhatsApp, les photos que je poste là tout le temps et tout. Ce truc-là, je l'ai pris de ma mère. La nana, elle se prenait en photo, elle se faisait des selfies. Elle nous envoyait les photos sur WhatsApp, dans le groupe famille qu'elle avait créé. Quand on ne répondait pas,
parce qu'en plus, elle regardait qu'on avait vu les messages et qu'on ne lui répondait pas. Elle allait poster ça sur nos murs sur Facebook en mode « Ah ouais, tu m'as pas répondu? Voilà. Donc toi, tu es sur Facebook là, alors que moi, je suis en train de te parler sur WhatsApp. Vous ne me dites pas dans le groupe que je suis belle, que je suis machin et tout ça. Vous snobez votre mère. Continuez comme ça. Continuez comme ça. Le jour où je vais décéder, vous serez bien content que je vous ai envoyé 160 000 photos sur Facebook ou sur WhatsApp. Vous pourrez regarder ces photos. Et on rigolait tout le temps avec mes frères et sœurs. On se disait, non, franchement, ma maman abuse et tout. Mais je peux vous dire que quand elle est décédée, hein, j'étais tellement contente d'avoir ces 160 et quelques mille photos là. J'étais tellement contente. Et j'en ai même pleuré parce que j'ai perdu une bonne partie, vu qu'entre-temps, j'avais changé de téléphone. J'étais passée de BlackBerry à Samsung à iPhone. Et du coup, j'avais perdu une bonne partie des photos. D'ailleurs, si vous avez des iPhones, synchronisez. Hein. Synchronisez, mettez la synchronisation automatique pour ne pas perdre vos photos. Bref, et prenez le cloud si vous n'avez pas assez d'espace. Mais bref, pendant cette période de déni-là, je m'accrochais à ça en fait. Pour mon père, je n'ai pas été dans le déni parce que la période a été très longue. Comme je vous dis, entre le moment où il a fait son AVC, il était dans le coma, il allait partir, et le moment où il est décédé, il s'est passé 10 ans. Le seul déni, entre guillemets, que j'ai vécu, et c'était un micro-déni, c'est de me dire, il est décédé, il a été incinéré. Parce qu'à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, il y a beaucoup de corps qui ont été incinérés pour ne pas que la maladie se propage. J'irai le voir la semaine prochaine pour parler avec lui. Ou bien je l'appellerai la semaine prochaine pour savoir s'il va mieux. J'ai eu cette phase-là, mais parce qu'il y a eu des décisions, entre guillemets, qui ont été prises pour nous à cause de ce Covid-là. C'était plus ça le déni par rapport à mon père. Mais ma mère, c'était un déni vécu intensément pendant longtemps. Et par rapport à ça, j'aimerais juste vous dire, il n'y a pas d'histoire de Renois, on est des Renois, chez nous on ne pleure pas, chez nous on ne fait pas ceci, chez nous on ne fait pas cela. Pleurez, prenez le temps de pleurer, prenez le temps de crier. Le jour où on a dit au revoir à ma mère, le cri que mon grand frère a poussé, je ne vais jamais oublier ce cri-là. Jusqu'aujourd'hui, j'entends encore ce cri. Et je suis contente qu'il l'ait poussé parce que c'est ce qui a fait qu'aussi chacun d'entre nous a pu extérioriser ça. C'est ce qui fait aussi qu'on arrive et qu'on a réussi à parler de ma mère au fil des années, à surmonter cette épreuve et tout ça ensemble. Parce que chacun a pris vraiment le temps de vivre ses émotions. Donc, ne vous dites pas, si vous êtes une femme, un homme noir, africain notamment, ne vous dites pas, chez nous, mon tonton, ma tata, ma grand-mère, un tel m'a dit que je ne devais pas pleurer. Ne vous dites pas que vous devez respecter ça. Il n'y a que vous qui savez ce que vous ressentez. Il n'y a que vous qui savez ce que vous ressentez au fond de vous et ce dont vous avez besoin par rapport au deuil, au décès. Par rapport à ça également, faites-vous accompagner. Allez voir des psychologues. Arrêtez de croire à ce qu'on vous dit, que vous êtes folle, que vous êtes malade, que c'est un... Oui, vous avez la maladie du cœur. Lorsque votre parent décède, et encore une fois, je vous dis, lorsque votre mère décède, si vous avez une relation saine avec cette personne, vous pouvez péter un câble. Vous pouvez avoir envie que votre vie s'arrête. Vous pouvez vous imaginer comment ça serait si je la rejoins et que ma douleur s'arrête. Faites-vous accompagner. Allez voir un psychologue, une psychologue. Si avec le premier, ça ne marche pas, allez voir un deuxième. Le deuxième, ça ne marche pas, allez voir un troisième. N'arrêtez pas jusqu'à ce que vous trouviez la bonne personne. Je vous jure que des années plus tard, vous vous direz heureusement que j'ai fait et suivi ce process-là. Après la phase de décès, après la phase de déni, commence la phase du deuil. La phase du deuil pendant laquelle vous devez réapprendre à vivre. La phase du deuil pendant laquelle vous devez recommencer à vivre sans cette personne, sans pouvoir parler à cette personne, sans pouvoir prendre conseil auprès de cette personne, sans pouvoir pleurer auprès de cette personne, sans pouvoir toucher cette personne. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de très tactile, très affectueuse. Quand j'aime quelqu'un, la personne le sait. Parce que je vais la couvrir. Je ne vous parle pas de choses matérielles uniquement, des cadeaux, etc. Mais je vais couvrir cette personne d'attention et sans arrière-pensée. Je vais couvrir cette personne d'amour, je vais couvrir cette personne de gestes affectueux pour que cette personne sache que je l'aime, cette personne sache qu'elle est aimée. Du coup, lorsque forcément il y a un décès, il n'y a plus tout ça. Et je vous dis ça parce que moi qui suis quelqu'un de très tactile, très affectueuse, jusqu'à aujourd'hui, il y a une partie de moi qui est vide, qui est complètement vide.
Il y a ma fille qui vit avec moi, je l'ai au quotidien. Je vois mes sœurs au quotidien parce qu'on habite dans la même ville. On se parle au quotidien avec ma famille, mon cocon, mon cercle restreint familial. Mais ça n'empêche que j'ai un vide en moi qui ne sera jamais comblé parce que ce trop-plein d'amour-là que je partageais avec ma mère, ce n'est pas le même amour que je partage avec ma fille, ce n'est pas le même amour que je partage avec mes sœurs, ce n'est pas le même amour que je partage avec mon frère, ce n'est pas le même amour que je peux partager même avec un homme. C'est complètement différent. Et du coup, ce trop-plein d'amour-là, je ne peux pas l'évacuer et le répercuter sur d'autres personnes. Je vais les aimer, les chouchouter, les dorloter, tout ça d'une autre manière, mais ce n'est plus du tout la même chose. Je pense que je ferai une partie 2. Ou alors qu'on reprendra cette discussion, je ne sais pas, soit sous la forme d'un live ou je ne sais pas. La seule chose que je peux vous dire, en tout cas, c'est que le décès, le deuil, c'est propre à chacun. Dans ma vie d'après, comment ça a conditionné ma vie depuis les décès de mes parents respectifs, je vois les choses totalement différemment. Ce n'est pas que je suis passée dans un monde de bisounours ou quoi que ce soit, mais je prends les choses telles qu'elles sont. En tout cas, je m'efforce de prendre les choses telles qu'elles sont. Je m'efforce de ne pas être dans des situations dans lesquelles je ne suis pas aimée, dans lesquelles je ne suis pas respectée. Et ça marche aussi bien côté amical, côté professionnel, côté amoureux. Je m'efforce de ne pas être dans des situations dans lesquelles je ne suis pas respectée, dans lesquelles je ne suis pas choyée, dans lesquelles je ne suis pas heureuse, dans lesquelles je ne peux pas me développer, dans lesquelles je ne peux pas parler en étant moi-même. Si je ne peux pas exprimer ce que je ressens, si je ne peux pas exprimer mon avis, je ne dis pas que toute bonne chose est bonne à dire, comme on dit, mais si je me sens restreinte pour le peu de temps, ou en tout cas le temps qu'il me reste à vivre sur Terre, comme je vous l'ai dit plus tôt, j'ai envie d'être heureuse. Et quand vous vivez le décès d'un proche, c'est ça, ce déclic-là que vous avez. Je vous jure, c'est même pas le décès d'un proche, c'est le décès d'une mère ou d'un père, mais particulièrement dans mon cas de ma mère, c'est ce déclic-là que j'ai eu. C'est pour ça que je suis comme ça sur les réseaux et c'est pour ça que je suis comme ça dans la vraie vie.